Les écritures multimodales dans la recherche, c'était le sujet d'une journée d'études à l'Academia Sinica le 5 février, une journée organisée par le Centre français de recherche sur la Chine contemporaine, CEFC Taipei, et l'IRASEC, le Centre de recherche sur l'Asie du Sud-Est, une journée animée par Corrado Neri et Jeremy James, les directeurs de ces deux centres respectivement, ainsi que Béatrice Zani du CNRS qui travaille également au CEFC en ce moment. Pour commencer, Corrado Neri explique de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'écriture multimodale ou alternative dans le domaine de la recherche. Nous, dans la recherche, nous les universitaires, ont cette idée de publish or perish, de seuil de publication obligatoire, le output scientifique qui se manifeste via articles ou livres qui sont peer-reviewed, donc qui passent par la lecture et la validation de pairs, avec une approche donc scientifique, bien que en fait c'est plutôt sciences humaines, je dirais, Oui. avec sociologie, on l'a bien vu aujourd'hui, sociologie, anthropologie, cinéma, littérature, Sciences Po, hardcore, comme la dernière intervention. Donc nous avons une série de règles très strictes d'écriture, de notes, de citations, de self-reflexivity, utilisation des sources, état de l'art, etc. Or, il y a beaucoup d'autres façons d'écrire, de véhiculer, de passer, de raconter les fruits de nos recherches avec des écritures qui ne sont pas alternatives en soi, mais alternatives par rapport à l'écriture académique. La bande dessinée, les podcasts, les vidéos-essais ne sont pas alternatives, ça existe depuis des lustres, des années et des siècles, mais ils ne sont pas acceptés, on ne rentre pas dans la logique académique. Alors que forcément, c'est des écritures qui ont un impact beaucoup plus fort que les articles académiques. On peut aussi des exigences peut-être de créativité. On peut partager nos recherches avec un public plus vaste, plus jeune peut-être. C'est aussi peut-être des nouvelles façons, des façons différentes d'envisager une réflexion scientifique, donc des questions scientifiques, des problématiques scientifiques, avec des langages qui sont parallèles à l'écriture. Pour ouvrir la journée, c'est Morgane Fraisse-Laszlo, attachée culturelle au Bureau français de Taipei, qui a commencé par présenter le cas du Tribunal pour les générations futures, un programme lancé en 2023 qui réinvente comment des chercheurs et académiciens sont impliqués dans le programme du débat d'idées, donc une initiative à la base du ministère français des Affaires étrangères, où jusque-là des chercheurs étaient invités pour des conférences surtout, mais cela ne permettait pas forcément de toucher l'ensemble du public ciblé. Et donc ce nouveau format a été mis en place en collaboration avec le média ouzbek Erika, qui implique beaucoup plus de monde, notamment des groupes d'étudiants qui ont travaillé plusieurs mois à l'avance, avec des délégués qui vont sur scène, qui posent des questions et qui votent après des délibérations donc, qui ont lieu sous forme d'un tribunal, d'un jugement au tribunal. Les chercheurs sont appelés à témoigner à la barre devant une cour fictive composée de personnalités choisies chaque année avec des personnalités en général toujours un peu emblématiques et populaires auprès de la jeunesse taïwanaise. La présidence est souvent confiée à une personnalité politique et donc ces chercheurs et ces académiciens interviennent dans un contexte où ils ne sont pas là et ils ne sont pas sollicités pour expliquer quelque chose, mais vraiment pour témoigner. Donc l'idée, c'est de leur demander de témoigner sur leur champ de recherche et d'expertise, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils savent, et surtout d'être en capacité de donner une sorte de vision et d'interprétation de ce qu'ils sentent venir. Donc le projet s'appelle d'ailleurs le Tribunal pour les générations futures. L'idée, c'est vraiment que ces préconisations soient faites dans l'intérêt des générations futures. Mais ils sont aussi là pour partager parfois des doutes ou donner des points d'alerte, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans des formats plus académiques. Et sur un aspect plus interactif, l'enjeu, c'est aussi de positionner les chercheurs et les académiciens qui sont les témoins entendus dans le cadre du tribunal fictif à un endroit d'interaction avec des acteurs de la société civile et avec des politiques, par exemple. Donc, pour illustrer mon propos de manière concrète, sur le tribunal en 2024 autour de l'intelligence artificielle et de son influence sur la citoyenneté,
On a eu la chance et le plaisir d'accueillir Virginie Tournay, qui est directrice de recherche au CNRS, qui a pu augmenter son intervention de toutes ses autres activités, puisqu'il se trouve que par ailleurs, elle produit des scénarios fictifs pour l'État français sur des sujets IA. Et du coup, elle a pu débattre et mettre en perspective son point de vue avec le témoignage de représentants de la société civile, un acteur qui travaille sur la question des droits du digital pour une organisation non gouvernementale, qui lui s'appelle VACAO, qui est venu donc témoigner lui aussi à la barre. Et tous deux ont pu échanger aussi avec un vice-ministre du ministère des Affaires digitales, qui était donc le troisième témoin de cette édition. Ensuite, Zhuang Jiayin a rappelé par l'exemple qu'on peut être chercheur et à la fois beaucoup plus. Elle est elle-même chercheuse et en même temps mère, professeure à l'Université normale de Taïwan, donc sociologue, mais aussi soprano, musicienne, animatrice télévision et autrice de 5 livres illustrés en taïwanais, des livres qui sont accompagnés de musique, d'animation vidéo, avec une version en langue des signes également, des livres audio. Et ces livres évoquent des sujets qui lui tiennent à cœur en tant que sociologue. Donc, il y en a par exemple un qui parle de l'identité, avec un coucou qui s'installe dans le nid de moineaux, une allusion au KMT qui vient à Taïwan et force la population à parler mandarin. Un autre livre parle d'un ours noir formosant qui s'échappe d'un zoo, une histoire qui touche à la fois à la liberté mais aussi à la protection de l'habitat face au développement urbain. Un autre livre sur la dernière panthère nébuleuse à Taïwan, une allusion à la dernière personne qui parle sa langue maternelle. Zhuang Jiayin a également animé plusieurs émissions télévisées, notamment l'émission Made in Taiwan, un programme de 30 minutes par jour sur les arts, la culture, l'identité taïwanaise, les contributions sociales aussi, avec souvent une bonne partie du programme qui a lieu en langue taïwanaise et non pas en mandarin donc. Et pour continuer dans le domaine cinématographique, c'est Cora Donnery qui a pris la suite en parlant de sa contribution à In Transition, un journal académique sur le cinéma et les images animées qui publie des travaux sous forme de vidéos, donc vidéo-essais, où le montage d'une vidéo devient un outil d'analyse qui permet de mettre en parallèle des extraits de films et de comparer ainsi les sons, les vitesses, les mises en scène, les postures, ou bien d'autres images autour du film, les spectateurs, les making-of, etc. Ces vidéos-essais contiennent aussi une note de l'auteur, des notes de bas de page, des commentaires publiés par d'autres collègues qui permettent à la fois d'enrichir et de conserver aussi toute la rigueur scientifique qui est demandée à une publication académique. Et toujours dans le cinéma taïwanais, Wafa Germani, que nous avions déjà interviewé aussi à RTI, a parlé de comment la programmation cinématique peut aussi influencer le travail académique. Titulaire d'un doctorat sur le cinéma taïwanais, professeure à Taïwan sur ce cinéma, elle avait également travaillé à la Cinémathèque française et dans plusieurs festivals de cinéma à Vesoul, à Cannes et à Taïwan, ce qui lui permet de connaître à la fois comment ça fonctionne au niveau de la programmation et au niveau de l'étude académique. Et elle voit que les institutions canonisent une partie de l'histoire du cinéma et pas toute l'histoire du cinéma. Et pour Taïwan, à part les films de la nouvelle vague taïwanaise, les films en taïwanais étaient très rarement évoqués, et rarement étudié et programmé, et donc c'est devenu son cheval de bataille. Et elle remarque que souvent les Occidentaux, à travers les programmations de festivals et les publications académiques, décident de ce qui est important, de ce qui mérite d'être vu et étudié ou non. Et donc le monde académique et la programmation se nourrissent mutuellement. Ensuite, c'est Zhang Wenqin, chercheuse à l'Académie Asinica, spécialiste des migrations dans la région du sud-ouest de la Chine, du nord de la Thaïlande, de la Birmanie et du Laos, qui a parlé de ses publications, donc des articles académiques, puis 2 livres ethnographiques, au sujet donc de récits de migrants du Yunnan, Han et musulmans, vers la Birmanie. Lors de ce travail, elle s'est posé la question de la voix narrative, à la fois la voix des migrants et des migrantes, mais aussi la sienne en tant que chercheuse, puisque dans les récits collectés lors d'études de terrain, elle a cherché surtout à montrer la complexité qui peut être difficile à retranscrire dans des textes académiques, où la voix de l'auteur occupe généralement plus d'espace. Et Zhang Wenqin a au contraire présenté directement les témoignages, les textes, mais aussi des chansons, des archives documentaires, pour avoir quelque chose de plus complet et complexe, et elle retrace des récits
avec un chapitre centré sur une personne différente sans essayer d'avoir un discours généraliste. Sur le même sujet mais avec un format totalement différent, Béatrice Zani, sociologue au CNRS et actuellement au CEFC Taipei, s'intéresse aux migrations de femmes chinoises des campagnes vers les villes et vers Taïwan. In summer 2015, when I was a young PhD student, I walked into a small lingerie shop. En été 2015, alors que j'étais jeune chercheuse, je suis rentrée dans une petite boutique de lingerie dans la banlieue de Taipei et j'ai trouvé un soutien-gorge orange fluo made in China. Je commençais alors ma recherche doctorale sur les migrations de femmes en Chine et les mariages transfrontaliers de la Chine vers Taïwan. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cet objet pourrait devenir non seulement le protagoniste de ma dissertation et de mon livre, mais aussi le point de rencontre entre la sociologie et la création de bandes dessinées. Il a relié des chemins de migration fragmentés, non linéaires, et m'a permis de penser à la mobilité à travers des prismes différents, rurales et urbaines, nationales et transnationales, physiques et numériques. Dans la bande dessinée, le soutien-gorge n'apparaît pas uniquement en tant qu'objet, il devient le narrateur de l'histoire. Le soutien-gorge parle. Ce choix n'est pas anecdotique. En remplaçant la voix off sociologique classique par un objet, l'attention est ramenée au terrain, à la matérialité, aux expériences vécues que l'écriture académique place au second plan. To the materiality, to the lived experiences that academic writing often places in the background. En ce qui concerne le processus de création de cette BD, cette fois-ci, la chercheuse était allée faire ses recherches, puis la scénariste était intervenue pour transformer la thèse en un scénario de roman graphique, et puis les illustratrices avaient ensuite, dans un troisième temps, réalisé le travail d'illustration. Mais dans un futur projet de création de roman graphique documentaire sur la vie d'une boîte de thon, cette fois-ci, la préparation du terrain se fait avec l'équipe au complet. Et donc, la chercheuse mène les interviews avec toute sa rigueur scientifique, en même temps que la scénariste commence à monter le storyboard et que l'illustratrice prend des croquis et des photos sur place. La bande dessinée permet de transmettre par le dessin, par l'image, par les techniques utilisées, des choses qui ne peuvent pas forcément être transmises verbalement. Et c'est ce que Jeremy James, anthropologue et directeur de recherche à l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est, l'IRASEC, a partagé, notamment avec l'exemple de Philippe Descola, qui met en contraste comment Paris est dessiné au crayon avec des lignes, tandis qu'il utilise l'aquarelle pour représenter en Amazonie la conception qu'on est relié à notre environnement et qu'il n'y a pas de frontières. Jeremy James a également parlé de l'exemple d'Alexandra David-Néel, l'exploratrice qui a beaucoup voyagé dans l'Himalaya et en Asie, et comment son assistante de longue date a relaté ses aventures, mais aussi les visiteurs qui venaient la voir vers la fin de sa vie, en rappelant aussi de faire attention à ne pas héroïser le chercheur ou la chercheuse en racontant ses recherches. Un autre média de transmission du savoir, de la connaissance et notamment de la recherche, et vous êtes bien placé pour le savoir puisque vous m'écoutez, c'est bien sûr la radio, les podcasts. Et Alex Desmules, ancien stagiaire de RTI qui a obtenu son master en études asiatiques, a partagé quelques réflexions sur la place croissante des podcasts justement comme outil de diffusion du savoir. Avec 600 millions de gens qui écoutent des podcasts dans le monde, c'est devenu un moyen important aussi de s'éduquer, de partager des connaissances avec un public plus jeune. Et la confiance envers ce média est de plus en plus grande, surtout quand des chercheurs ou chercheuses y participent. Ça permet de démocratiser le savoir puisque réaliser un podcast est beaucoup moins cher que de produire une vidéo, par exemple. Et pour conclure, avant un atelier de création de bande dessinée, James Lee de l'Academia Sinica, qui est également assistant de recherche à l'Institut de défense de l'OTAN, a partagé comment l'art peut être également une manière de communiquer sur des projets académiques. James Lee a participé au roman graphique de science-fiction NATO 2099, une BD publiée sur commande de l'OTAN qui incorpore des scénarios et prédictions stratégiques d'auteurs de différents pays membres sur à quoi pourrait ressembler l'OTAN dans le futur.
Il s'agit donc ici d'une commande de la part de l'OTAN, mais comme l'ont précisé plusieurs personnes à la fois pendant la journée, comme l'a rappelé Corrado Neri à la fin, c'est pas toujours évident en tant que chercheur ou chercheuse d'explorer ces différentes manières de présenter son travail. Un autre sujet qui a été abordé à plusieurs reprises est la question de la carrière. Enfin, si on met un effort sur les évaluations annuelles, les sauts de carrière, les promotions d'assistant de maître des conférences à full professor, etc., passe par l'évaluation de pairs. Et la recherche est validée en fonction de publications scientifiques, donc dans des revues scientifiques, les livres, les monographies, etc. Donc l'idée aussi de mettre beaucoup d'énergie, de penser, de se positionner aussi dans un aspect plus créatif est chronophage et pas forcément, ou pas tout le temps, apprécié ou en tout cas évalué par l'institution qui nous permet l'évolution professionnelle. Et en même temps, ces institutions sont également en demande de toucher un public plus large. Les institutions aussi nous demandent d'être plus visibles, d'avoir un impact dans la société, de sortir des murs de la tour d'ivoire, si on veut, de l'académie. Donc c'est aussi un jeu pour essayer de pousser les barrières et faire accepter à l'institution qui nous emploie de formes d'écriture qui ne soient pas que les formes traditionnelles, pour une reconnaissance justement de ces écritures qui n'esquissent pas l'éthique du chercheur, de la chercheuse. Nous voici au terme de ce décryptage qui revient donc sur une journée organisée à l'Academia Sinica par le CEFC et l'IRASEC, deux centres français de recherche, un sur la Chine contemporaine et l'autre sur l'Asie du Sud-Est, et qui portait sur les différentes manières de présenter ces recherches académiques, donc que ce soit sous forme de romans graphiques, de podcasts, de vidéos-essais, de spectacles théâtralisés, de livres pour enfants, etc., etc. J'espère que cela vous aura intéressé. C'était une émission présentée par Florian Dai pour RTI. Je vous souhaite une très bonne suite d'écoute sur nos ondes.